Merci à tous d'être présents. Je vais prendre ce moment-là pour vous souhaiter bonne année, une année en santé, une année pleine d'imprévus, en tout cas, du moins, mais il y a aussi de l'espoir dans cette année-là. Puis, du moins, dans la présentation d'aujourd'hui, avec Manon, on s'est dit, bien, on va présenter le côté positif parce que on trouve que c'est important que les gens soient dans une culture d'espoir, puis d'éléments quand même positifs qui se font dans les organisations du travail. Alors, sans plus tarder, on va vous faire une petite présentation. Le projet dans lequel on est impliqué, c'est un projet financé par le CRSH. Évidemment, Manon et moi, on a travaillé de près sur certains liens, mais je tiens aussi à vous dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont impliqués. Il y a Yves Boisvert, André Lacroix, Luc Bégin et Alison Marchildon, qui fait partie aussi du projet. Donc, un projet financé sur 4 ans. Comme au début, ce que Sandra a dit, bon, il y a Manon et moi là, pour la conférence midi. On a mis beaucoup l'accent sur les résultats qui approfondissaient certains aspects au niveau de la santé. Manon s'intéresse à la santé, les troubles musculo-squelettiques, aux incapacités et au stress. Et pour ma part, je m'intéresse plus à l'éthique organisationnelle et professionnelle et à des concepts comme sensibilité, leadership, éthique et les organisations capacitantes. Donc, et c'est pour ça que quand j'ai fait ma demande de subvention, j'avais dit à Manon, moi, j'aimerais ça savoir si, parce que je voyais tous ces travaux au niveau de la santé et le bien-être au travail, j'avais ce questionnement-là au départ. Quelle est la place de l'éthique dans la réduction des risques psychosociaux au travail? Je me disais, est-ce que c'est possible ou c'est juste une affaire de santé et bien-être au niveau théorique, etc. J'ai dit, j'aimerais bien valider ça parce que dans la littérature, je voyais qu'il n'y avait pas de recherche à l'époque. Quand j'ai fait la demande de subvention, c'était en 2016. Il n'y avait pas de recherche qui montrait ces liens-là. Puis, j'avais aussi comme hypothèse, ben, est-ce que s'il y a la présence de l'éthique, comment ça se déploie? Comment on peut comprendre son rôle, sa fonction, s'il y a lieu? Puis, au niveau quantitatif, je voulais voir s'il y avait un lien significatif entre la santé, le bien-être et l'éthique au travail. C'était surtout ça le pari. Évidemment, je vous fais grâce de toutes les autres questions qu'il y avait parce que c'est un projet avec une méthodologie mixte. Donc, Manon avait toute sa série d'hypothèses, évidemment. Il y avait toute une série de questionnements plus qualitatifs à l'époque. Et pour les besoins de la conférence midi, je vais m'attarder à ces deux éléments-là de questionnement qui m'apparaissait important, puis laisser une place à un échange avec vous parce que, évidemment, on a accepté de vous présenter, c'est un aperçu des résultats, mais on travaille présentement sur des articles et dont un qui va faire état de l'ensemble des résultats. Donc, dans les questions, on a toujours la chance d'aller un petit peu plus loin. Je vais laisser la parole à Manon parce qu'on se partage un peu la présentation, puis par la suite, là, je reviendrai. Alors, Manon, je te cède le micro. Oui, ben merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup à tout le monde d'être là ce midi pour entendre les résultats de cette recherche. En fait, comme l'a dit Lise, la question, c'était de savoir est-ce que quand on en discutait ensemble et quand on regardait la littérature, on s'apercevait que instinctivement, nous, on voyait un lien parce qu'on avait travaillé notamment avec les infirmières. On avait fait un projet antérieurement et on s'était vraiment aperçu que l'éthique jouait un rôle important. Donc, on avait comme revu la littérature. Et là, je vais vous parler un petit peu plus de la littérature qui fait le lien, dans le fond, entre le stress occupationnel et les problèmes de santé. Particulièrement, je vais vous présenter les différents modèles qui sont le plus souvent utilisés pour vous amener au constat que, dans le fond, je vais vous présenter le constat tout de suite avant de vous dire quels sont les modèles. Mais notre constat, ça a été dans les principaux modèles, puis en fait, dans la grande majorité des modèles, dont les plus utilisés, l'éthique n'est pas mentionnée
comme étant un aspect important. Donc, il y a d'abord, là, je vais vous passer chacun des modèles vraiment les plus cités. Il y a d'abord le fameux modèle de stress occupationnel que vous connaissez peut-être, le modèle de Karasik, qui dit, ce modèle-là, que le stress occupationnel et les maladies qui en découlent. Donc, quand on dit les maladies qui en découlent, on parle autant de troubles de santé physique que de troubles de santé psychologique, comme les troubles musculo-squelettiques ou la détresse psychologique. Alors, ce que dit le modèle de Karasik, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre la demande qu'exige notre travail et le contrôle qu'on a dans notre environnement de travail pour l'exercer. Donc, quand il y a un déséquilibre entre les deux, ça provoque un état de stress occupationnel et ça implique des conséquences sur la santé. Théorel, dans les années 90, lui, a ajouté à ce modèle-là la variable qui est le soutien social. Donc, il a dit oui, le déséquilibre engendre du stress occupationnel, mais ce stress-là va être temporisé par la présence de soutien social. Donc, soutien social autant des collègues que des supérieurs. Ensuite, il y a un autre modèle qui a été proposé, c'est le modèle qui, lui, dit que le stress occupationnel provient d'un déséquilibre entre les efforts que font les individus pour réaliser leur travail et les récompenses qu'ils y obtiennent. Un peu plus contemporain, il y a eu le modèle demande-ressources qui, lui, a, dans le fond, fait du millage, si on veut, sur les modèles proposés par Karasik, Théorel et Sigris. Et ce qu'on dit Desmerotti et collègues, c'est que, dans le fond, ils ont gardé le postulat selon lequel il y a un déséquilibre entre les demandes et les ressources, mais ils ont bonifié ce qu'ils entendaient par demande et ressources. Donc, ils ont ajouté vraiment plus de dimensions organisationnelles, ergonomiques, psychologiques, etc. Mais toujours, l'éthique est toujours pas là. Un autre modèle, le plus récent, de celui arrivé, le plus récemment arrivé sur le marché, c'est celui de Dollard et Becker. Et dans ce modèle-là, on parle de l'importance du climat de sécurité psychosociale. Donc, est-ce que les gens ont l'impression que leur employeur se soucie de leur santé psychologique et de leur stress? Donc, de la même manière, si vous êtes dans un environnement et qu'on vous demande est-ce que votre employeur se soucie de votre santé et sécurité physique, et si la réponse est non, bien, il y a plus de chances d'avoir des accidents de travail dans ces établissements-là. De la même manière, si votre employeur, si vous n'avez pas l'impression que votre santé psychologique est importante, bien, les risques d'avoir des troubles de santé musculo-squelettiques, psychologiques, ont été clairement démontrés. Donc, tous ces modèles-là s'accompagnent d'une pléthore de recherches et qui démontrent qu'il y a clairement un lien entre ces facteurs de risque psychosociaux-là et la détérioration de la santé. Donc, c'est vraiment très, très bien appuyé. Mais, comme je vous disais, le constat, c'est qu'on ne parle pas d'éthique, on ne parle pas de culture éthique, d'où le projet de recherche qui a été subventionné par le CRSH, qui a amené un caractère innovant, c'est-à-dire est-ce qu'on peut intégrer l'éthique et compléter ces modèles-là, venir ajouter à la compréhension de la détérioration de la santé physique et psychologique des individus en milieu de travail. À toi, Lise. Oh non, c'est encore à moi. On s'est beaucoup pratiqué, comme vous voyez. Donc, ce qu'on a proposé de vérifier, c'est de dire, de garder l'idée des modèles antérieurs. Donc, on s'est basé sur les connaissances existantes, disant qu'il y a un déséquilibre entre les demandes, que lorsqu'il y a un déséquilibre entre les demandes et les ressources, ça génère de la détresse psychologique et des atteintes physiologiques, comme vous pouvez voir ici. Et le contexte positif du travail, c'est là qu'on a postulé que l'éthique allait venir se placer avec d'autres variables qui allaient contribuer à créer ce qu'on appelle le contexte positif. Mais on s'est dit, il y aura sûrement d'autres variables, comme par exemple le leadership, le style de leadership, le climat de sécurité psychologique. Donc, on voulait voir si ça allait venir s'ajouter au contexte organisationnel qui, lui, viendrait en amont de, comme à quelque part, être, si on veut, même si on n'est pas dans une logique de causalité, mais bien, on est toujours dans du transversal, même si c'est du longitudinal, on peut pas présumer qu'il y a de cause à effet.
Mais cette variable-là est vraiment identifiée dans la littérature comme étant la cause des causes. Donc, on le positionne ici comme étant la cause. Alors, est-ce que l'éthique fait partie de la cause des causes qui fait que les individus sont en déséquilibre et sont susceptibles de développer des symptômes physiques ou psychologiques? Alors, pour enchaîner, comme Manon l'avait dit précédemment, on avait fait une étude plus à fond. On avait testé ce modèle-là dans une organisation hospitalière au niveau des infirmières, puis on commençait à percevoir certains éléments reliés à la culture éthique. Alors, c'est pour ça qu'à partir de ce projet-là, on s'est dit, on va aller chercher la littérature au niveau de la culture éthique et ses grands paramètres, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'on avait déjà ça dépassait maintenant le stade de l'intuition de recherche. Là, c'était qu'il y avait des éléments qui commençaient à se confirmer. Par exemple, en milieu hospitalier, quand on voyait certains éléments reliés à la culture qui venaient de la culture éthique, pardon, on voyait que le climat de travail commençait à changer. Mais on n'était pas allé jusqu'au fond des choses dans le cadre de ce projet-là en santé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à s'intéresser à la notion de culture éthique comme concept, parce qu'on aurait pu prendre plein d'autres concepts. Il y avait un autre concept qui est présent dans ce projet-là, c'est-à-dire la sensibilité éthique. Mais là, pour les besoins de la conférence, on s'est attardé au concept qui est ressorti plus fortement, c'est-à-dire culture éthique. Première chose à dire au niveau de la littérature, bien souvent on confond culture et climat. Il y en a qui prennent les deux, climat éthique, culture éthique, puis ils ne font pas de distinction à ce propos. Toutefois, je me base sur Trevino et Bowditch qui démontrent que la culture éthique et le climat éthique sont deux concepts distincts. C'est la position qu'on a prise dans ce projet de recherche-là. Le climat éthique est beaucoup plus relié aux attitudes et aux perceptions. Favorisant un climat éthique, tandis que la culture éthique se rapporte à ce qui va influencer le comportement dans l'adoption d'éléments très précis, c'est-à-dire soit des bonnes conduites, soit au niveau de la santé au travail, la promotion de la santé au travail, etc. Donc, on trouvait ça important là, de vous montrer que nous, on distingue ces deux concepts, d'où le fait qu'on a pris culture éthique. Il a commencé à avoir des recherches qui sont ressorties au niveau de culture éthique et santé. Je parle entre autres de la recherche de Outala et collectif, mais c'était juste pour vous dire, c'est vraiment relié à l'épuisement professionnel. On a démontré dans cette recherche-là que quand on instaure une culture éthique favorable à la santé, du moins, on réduisait l'épuisement professionnel. Donc, on a vu des liens positifs entre culture éthique et épuisement professionnel. Puis, lorsqu'on voit que la culture éthique de l'organisation est à faible ou décroissante au niveau des dimensions de l'épuisement professionnel, ben, quand la culture éthique est décroissante, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, elle est beaucoup plus faible, bien, on voit que les dimensions de l'épuisement professionnel sont beaucoup plus élevées dans un tel contexte. D'autres études, celles de Mitonga, Flotman et Cillier, Pavic et al., eux ont beaucoup travaillé sur la notion de culture éthique et organisation du travail. Parce qu'ils ont vu dans leurs travaux que quand on instaure une culture éthique, bien, ça change un peu l'organisation du travail. L'autre aussi au niveau de culture éthique et comportement, stress et corruption, bien ça, on va le trouver chez Newman et al. C'est qu'une culture éthique va réduire justement le stress et la corruption. Ça, je vous cite les principaux auteurs qui viennent souvent, là, qui sont significatifs dans la littérature. Puis, il y a aussi, outre ces recherches quantitatives-là qui démontrent certains liens avec certaines dimensions, bien, on retrouve aussi toute une littérature qui explique c'est quoi le modèle d'une culture éthique. Puis là, entre autres, on a les modèles de Archivilli, Sweeney, Schwartz, Captain, Arzu et Azam. Alors, ces modèles-là, on les a plus particulièrement cette littérature-là, on a regardé de près ces modèles-là quand on a eu nos résultats de recherche.
aussi, une précision que je voulais faire, c'est qu'au niveau du vocabulaire, on entend souvent une culture de l'éthique. On va avoir une culture éthique, puis une culture et l'éthique. Alors, juste pour vous dire, il y a quand même une petite nuance dans ces trois appellations-là que je trouvais important de faire. C'est-à-dire une culture de l'éthique va être souvent vue comme étant un processus qui se met en place. Puis là, je me base beaucoup sur les travaux de Redenbach puis Robin qui décrit, si on veut, que dans une organisation, on peut avoir une organisation qui est amorale, c'est-à-dire qu'elle est neutre au niveau de l'éthique. On va avoir une organisation qui va peut-être être plus légaliste, donc être conforme aux lois et règlements. Une organisation qui va être sensible à l'éthique, donc on va commencer à s'intéresser à l'éthique. Mais sur un aspect en particulier. Une organisation qui va être émergente en matière d'éthique, c'est qu'on va parler de structure, de dispositif, puis on va tendre à la fin, de façon optimale, à une organisation éthique. Fait que quand on parle d'une culture de l'éthique, c'est souvent vu comme étant un processus qui peut amener 5, 6 modèles qui se mettent en place. Puis là-dessus, c'est assez riche au niveau de la littérature. Puis quand je ne sais pas s'il y a des étudiants de maîtrise et de doctorat qui écoutent aujourd'hui, mais c'est un bon domaine pour faire des travaux, pour aller voir comment ce processus-là se construit. Mais là, jusqu'à présent, ça tourne autour de 5-6. Quand on a une culture éthique, on est beaucoup plus près d'un modèle qui est d'une culture émergente, c'est-à-dire que les valeurs font partie de la culture, ça guide les actions, puis la culture, elle est beaucoup moins réactive, mais elle est beaucoup plus proactive. Ça, on va voir ça. On va aussi dans le concept de culture éthique, on va avoir la notion d'organisation éthique, comme je le parlais au niveau des processus. Bien là, on va voir que les valeurs traduisent le caractère fondamental de l'éthique. Ça va guider les actions, ça va être un processus qui va prendre en compte l'éthique puis qui va se diffuser partout, c'est-à-dire soit dans les embauches, dans les programmes, va mettre en place des programmes de formation, au niveau des récompenses, même au niveau des mises à pied. On ne fera pas les choses n'importe comment. Les documents écrits vont mettre l'emphase sur l'éthique. L'éthique ne sera pas invisible, va être présent. Tandis que quand on utilise la notion de la culture et l'éthique, il faut savoir que ça peut faire traîner une certaine symbolique, c'est-à-dire, ici, on peut penser à Schein avec sa définition de culture organisationnelle, mais quand on parle de culture et l'éthique, il faut être très conscient que c'est peut-être plus une éthique qui est en périphérie, qui est en silo, qui va peut-être se déployer dans un domaine ou dans une unité en particulier. Fait que on est très loin d'une organisation éthique ou d'une culture qui est émergente en matière d'éthique. Il y a ces aspects-là qui sont présents. Fait que je voulais faire cette précision-là parce que souvent dans la littérature, on va prendre connaissance des résultats scientifiques ou des avancées plus théoriques, mais on ne prend pas assez le temps de définir ces vocabulaires-là qui parfois on pense que c'est toute la même chose, mais il y a quand même une petite nuance, là, dépendamment des auteurs qui apportent ça en matière de précision. Pour le projet de recherche, évidemment, on s'est basé sur la littérature, puis aussi sur les travaux que moi, personnellement, j'avais faits pour cerner la culture éthique dans les organisations, du moins celles qui disaient, nous, on essaie d'implanter une culture éthique. Et j'avais bâti une échelle ou un questionnaire pour identifier ces cultures-là. Alors, je voulais vous montrer exactement ce qui a été relevé et collecté quand on a passé le questionnaire de Manon, parce que le questionnaire de Manon est assez vaste, on va en parler dans la méthodologie, mais on a inclus ces éléments-là pour que vous sachiez comment on est allé recueillir les renseignements. Donc, la première chose, on avait l'importance d'avoir des espaces de
dialogue pour aborder les enjeux et les problématiques éthiques. Donc, selon une échelle, est-ce que vous créez des espaces de dialogue pour faire place à cette discussion-là éthique? Donc, c'était une échelle de Likert. Ensuite, on essayait de vérifier si on impliquait les employés dans l'adoption de valeurs organisationnelles. Est-ce que c'était une implication, par exemple, bottom-up ou top-down? Donc, ça nous donnait certains éléments. Aussi, il y avait des éléments de cohérence en matière de principes, normes, règles et valeurs qui étaient en vigueur. Est-ce qu'on a un beau kit éthique, mais qu'au niveau des pratiques, il y a un écart important? Donc, dans la littérature, ça ressortait. Dans mes projets de recherche, ça ressortait. Donc, cet élément-là de cohérence m'apparaissait fondamental. L'autre aspect, c'était d'exercer son autonomie décisionnelle parce que souvent les gestionnaires disaient, mais là, on n'est pas dans une approche légaliste, on est dans une approche éthique, donc on fait appel beaucoup plus à la réflexion. Puis cette réflexion-là, bien, ça demande une autonomie, ça demande des marges de manœuvre parce que c'est souvent gris, puis on navigue dans ces zones-là. Fait que si je n'ai pas cette liberté-là, c'est difficile pour moi d'exercer ma réflexion éthique. Donc, pour nous, vérifier le degré d'autonomie décisionnelle est important. Ensuite, les situations non éthiques, est-ce qu'elles font l'objet d'un retour constructif au sein de l'organisation? Parce que ce que je voyais dans mes recherches passées, c'est que les cultures qui étaient indifférentes aux inconduites ou qui n'assuraient pas de suivi, bien, on ne faisait pas cette promotion-là de culture éthique. Puis la parole, elle était réduite au silence. Tout le monde le voyait, c'était évident, mais personne n'en parlait. Puis c'était comme un squelette dans le placard qui traînait souvent pendant de nombreuses années. Donc, ça, c'est important. S'il y avait un retour constructif en disant on a vécu une crise, il y a eu des manquements, puis il y avait un statement, si on veut, qui était fait par l'organisation. Puis aussi, les situations non éthiques sont discutées avec les personnes concernées et ne sont pas enterrées. Là, ça rejoint un peu ce que je disais. Ça, c'était un peu les grands paramètres pour aller recueillir des éléments qui allaient nous indiquer s'il y avait une présence ou pas de culture éthique, puis par la suite, s'il y avait un lien. Je ne vous ai pas donné de définition parce que j'aurais pu vous accoler tout un bout de définition qu'on retrouve un peu là, dans la littérature. Il n'y a pas une définition forte qui ressort. Souvent, on va parler d'une définition qui tient compte des valeurs, etc. Mais selon le modèle choisi, la définition varie. Nous, dans le cadre de ce projet de recherche-là, on voulait offrir une définition de culture éthique à la fin, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on trouvait que la santé et le bien-être au travail étaient une dimension importante, puis on voulait voir s'il y avait un lien avec l'éthique, mais on s'est dit à la toute fin, on proposera une propre définition qui intègre ces dimensions-là. Fait que donc, pour moi, c'est important de m'attarder aux grands paramètres là, pour que vous sentiez comment on est allé chercher cette dimension-là, puis aussi que vous sachiez que c'était vraiment enraciné sur certains résultats quantitatifs qui commençaient à sortir, je parle en 2014-2015, là, à cet égard, puis aussi en lien avec les projets de recherche que je menais, soit avec Manon et son équipe ou de façon individuelle. Ça m'amène à parler de la méthodologie. Je ne sais pas, peut-être Manon, un petit mot sur le volet quanti, puis j'enchaînerai avec le Cali. Oui, alors en fait, on a utilisé un questionnaire qu'on a développé et validé, le questionnaire sur la santé et le bien-être au travail. C'est un questionnaire qui a été créé à partir d'outils existants, mais dans le cadre duquel on a essayé vraiment de ratisser très large, c'est-à-dire d'aller chercher l'ensemble des facteurs de risque psychosociaux reconnus et comme étant liés à des variables de santé, là, des outcomes de santé comme la détresse psychologique, notamment les troubles musculo-squelettiques. Et donc, le questionnaire comporte 169 questions. Et dans ce questionnaire-là, on a aussi ajouté, comme le mentionnait Lise, les dimensions relatives à l'éthique, dont la sensibilité éthique et la culture éthique dont Lise vient de vous parler. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'était une étude, on a mis le questionnaire en ligne et c'est donc un devis corrélationnel, un temps de prise de mesure. Il y a eu une collecte de données qui a été effectuée dans un établissement d'enseignement supérieur
Le questionnaire a été mis en ligne une dizaine de jours, je crois 10 jours ouvrables, top chrono, et on a obtenu un taux de participation de 45 pour aller chercher un nombre total de participants s'élevant à 2770 et issus de toutes catégories d'emploi confondues. Là, tout le monde était éligible à participer, sauf dans cet établissement de santé-là, d'éducation, pardon, les étudiants. Donc, tout le personnel autrement était invité à participer et libéré pour le faire. Exact. Puis à partir de ces résultats-là, eh bien, nous, on a bâti un guide d'entrevue qui intègre la culture éthique et la santé, composé d'une dizaine de questions, là, des questions principales, mais il y a aussi des sous-questions qui sont rattachées à ça. Ça nous donne un total de 30 questions. Puis on a voulu faire des entretiens, c'est-à-dire des entretiens avec, suite au score des résultats quantitatifs, on a choisi des services et des facultés. Pour nous, ça nous apparaissait important, puis on a ciblé les gestionnaires, puis on est allé voir les scores, c'est-à-dire les unités à faible risque pour la santé psychologique, et c'était basé sur 2 critères, ceux qui scoraient faible au niveau de la culture éthique, c'est-à-dire plus grand que 0,70, tolérant jusqu'à 0,68, avec une détresse plus petite ou égale à 0,2. Puis, on est allé voir les unités à haut risque pour la santé psychologique qui comportaient encore une fois les 2 critères de culture éthique et de détresse, des scores qui étaient obtenus au niveau de ces 2 éléments-là. Ça nous apparaissait important parce que pour nous, c'était un signal. S'il y a de la détresse, c'est qu'il y a quelque chose relié à la culture qui ne va pas. En tout cas, c'était ces éléments-là qui ressortaient. Donc, comme je l'ai dit, on a pris 24 gestionnaires rencontrés, tant au niveau des facultés et services, puis ça vous donne un portrait. Là, ceux qui avaient un faible risque pour la santé psychologique, on a obtenu 5 facultés participantes et 7 services. Ceux qui étaient à haut risque pour la santé psychologique, c'était 7 facultés et 5 services. Alors, c'est sûr que si on avait eu plus de moyens, on aurait aimé aller beaucoup plus loin, mais je tiens à vous dire qu'on arrivait à une certaine saturation de données là, avec ces résultats-là. Si jamais vous avez des questions, on pourra y revenir au niveau de la méthodologie. On va enchaîner sur les résultats globaux. Donc, maintenant, on va présenter les résultats quantitatifs généraux parce que, comme je disais, ça a généré énormément de résultats. On aurait pu faire 1 heure juste sur le volet quantitatif puis 1 heure juste sur le volet qualitatif. Mais sachez que c'est juste pour vous donner un aperçu ici. Alors, Manon, à toi la parole. Oui, donc en fait, on avait proposé un modèle de départ. Donc, ce qu'on a fait, c'est de tester premièrement si le modèle de mesure tenait la route. Donc, en d'autres termes, est-ce que ce qu'on avait dit qu'ils allaient se retrouver ensemble sur un même facteur, est-ce que ça se retrouvait de fait ensemble sur un même facteur? Ça, c'était une première question qu'on avait. Et la réponse à cette question-là, ça a été oui, moyennant quelques ajustements, comme c'est toujours le cas. Et on a donc pu ici s'apercevoir dans un premier temps qu'effectivement, ce qu'on avait appelé le facteur le contexte positif de travail, qu'on retrouve là-dedans, mais on retrouve effectivement la culture éthique qui se retrouve au même endroit que la gestion du changement, que le leadership et la reconnaissance, que la santé, que la sécurité psychologique, donc le fameux climat de sécurité psychosociale dont je vous avais parlé tout à l'heure, et également le soutien des collègues. Donc, toutes ces variables-là, ces dimensions-là, contribuent à créer ce qu'on nomme le contexte positif de travail. Donc, ça, c'était une première réponse. Et ce qu'on voulait, deuxièmement, savoir, là, je m'attarde à cette bulle-là parce que c'est ici qu'on retrouve l'éthique. Je vais passer plus rapidement sur les autres parce que je pourrais encore là vous en parler pendant une demi-heure. C'est pas le but, là. C'est vraiment juste pour vous illustrer que notre hypothèse de départ nous a permis, et ici, là, les pourcentages que vous voyez, c'est que dans le fond, on voit que 58 de notre échantillon total, des participants, sont d'accord pour dire que la culture, qui sont satisfaits de la culture éthique ou qui sont en présence d'une culture éthique. De la même manière, 41 sont d'accord pour ou à l'aise pour dire qu'il y a une bonne gestion du changement.
59% estiment que le leadership et la reconnaissance, ça va. 34% estiment que ça, c'est beaucoup plus faible, que la préoccupation de l'employeur pour la sécurité psychologique est présente. Et 77%, c'est beaucoup plus fort ici, estiment que le soutien des collègues, c'est quand même une force dans dans cet environnement de travail. Donc, ce qu'on a vu, d'une part, ce qu'il faut retenir, c'est que la culture éthique se situe sur le facteur contexte positif de travail, qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vient se positionner comme étant en amont du fameux modèle équilibre entre les demandes et les ressources. Donc, quand ça, c'est présent, quand on est dans un contexte positif de travail, ce qu'on a été capable de démontrer, c'est que les individus, il y a une relation positive entre le contexte positif de travail et les ressources perçues dans son environnement. Donc, plus le contexte positif de travail est présent, plus les gens estiment qu'ils ont des ressources, c'est-à-dire de l'autonomie, de la possibilité de développer leurs compétences, de la satisfaction et du plaisir au travail et un travail qui fait du sens. C'est des variables super importantes pour le bien-être au travail. Et on voit que plus c'est présent, moins la détresse psychologique est élevée. Et de la même manière, moins c'est présent, bien plus les troubles musculo-squelettiques sont élevés, parce qu'on voit ici que c'est une relation négative. De la même manière, quand moins le contexte est perçu comme étant positif, plus les demandes psychologiques sont élevées, plus le stress numérique est élevé et plus les individus estiment qu'ils sont en surcharge. Donc, notre hypothèse de base, finalement, est-ce que l'éthique contribue à expliquer le bien-être et la santé au travail? On a une première réponse positive, donc on a vérifié cette hypothèse-là. De fait, ce qu'on a observé, c'est que oui, la culture éthique contribue non seulement à créer le facteur contexte positif de travail, mais contribue aussi à expliquer une large part de la détresse et des atteintes physiologiques, mais de moindre, là, je vous ai pas mis les pourcentages de variance expliqués, mais c'est dans une moindre mesure les atteintes physiologiques, aux alentours de 30% de variance expliquée, mais ici, on arrive aux alentours de près de 60% de variance expliquée. Donc, mais c'est un tout, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle global, ce qui est beaucoup plus intéressant que des analyses une par une. Donc là, on voit que globalement, la culture éthique, telle que postulée, contribue à expliquer la santé et le bien-être au travail. Donc, c'est un élément important à considérer. On a essayé de le sortir même pour voir avec Lise, est-ce que la culture viendrait en amont? Et ça donnait, pour être honnête, des résultats quand même similaires. Donc, oui, on pourrait le sortir, ça ne nuit pas à notre modèle, mais on peut le laisser à l'intérieur. Donc, là, il faudra peut-être des études supplémentaires pour raffiner là, tester mieux cette hypothèse-là. Mais là, pour l'instant, les modèles étaient équivalents. Donc, mais l'important de retenir, c'est que effectivement, la culture éthique contribue. C'est un bel ajout au modèle et ça contribue à améliorer le pourcentage de variance expliquée de nos outcomes de santé. Puis concernant le questionnement qu'on avait, c'est-à-dire parce que pour les éthiciens là, qui écoutent, on se disait peut-être que la culture éthique doit être justement en amont parce que ça prend comme toute une instauration, une implantation, pardon, qui fait en sorte que ça va être la résultante de la santé au travail, mais j'étais comme persuadée, mais au final, ça ne jouait pas tant que ça. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant là, d'avoir ces résultats-là avec l'échantillon qu'on avait aussi, là, qui était quand même assez important. Alors ça, là-dessus, on a été confirmés et ravis. Suite à cette analyse... Peut-être juste dire aussi qu'on l'a retesté de nouveau auprès de 5000 participants dans le réseau de la santé. Puis on obtient aussi une validation du modèle. Exactement le même modèle est validé aussi auprès de 5000 participants de 5 corps professionnels du niveau de la santé, du domaine de la santé.
Oui, fait que donc, c'est vraiment encourageant. En tout cas, nous, on était pas mal tout excités par rapport à ça. Donc, à partir de là, quand on a vu les résultats, on s'est posé la question, ben, c'est pour ça qu'on a fait le volet qualitatif en disant, on va aller voir les gestionnaires justement à faible risque ou à haut risque pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font de particulier au niveau de la culture éthique. Puis c'est de ça dont je vais aborder au niveau des résultats qualitatifs. On a vu 3 éléments quand même assez importants. Comme je vous dis, on continue toujours à approfondir nos résultats qualitatifs. Fait que voyez ça comme c'est pas exploratoire du tout, là, mais c'est comme un aperçu général des résultats. D'autres sont à venir. Les 3 éléments qu'on a vus d'importance, évidemment, c'était les ressources pour le gestionnaire qui sont mis à la disposition parce que souvent, on pense que la culture éthique est tributaire exclusivement du gestionnaire, mais il faut savoir qu'il y a une relation de réciprocité, c'est-à-dire tant du côté de l'organisation même que du côté des employés, parce que les employés sont dans une attitude d'attentisme, j'attends que la culture soit meilleure, bien ça aussi, ça ne contribue pas. Alors, les ressources qui sont mises à la disposition du gestionnaire étaient un élément très, très, très important, du moins chez ceux qui étaient à faible risque de santé. Et ces ressources-là, ben, ça pouvait être aussi financier. Financier, ça jouait beaucoup parce que, juste pour vous donner un exemple, le gestionnaire qui voudrait reconnaître, parce qu'il y a eu des éléments de reconnaissance au travail dans les résultats quantitatifs, bien, le gestionnaire qui voudrait faciliter ou qui voudrait souligner justement certains employés en offrant peut-être un dîner, un repas ou autre, une célébration particulière, bien, est-ce qu'il y a les moyens de faire ça ou il n'y a pas les moyens? Fait que des fois, tu as la volonté de faire des choses, mais tu n'as pas les moyens. Alors, c'est pour ça qu'on a vu que c'était un élément quand même important. Puis ceux qui avaient ces moyens-là, ben, on voyait que l'espace de reconnaissance était plus important. Comme je le disais tout à l'heure, les gestionnaires qui avaient un faible risque au niveau de la santé, ben, il y avait une grande liberté d'action. Ils agissaient, il y avait des marges de manœuvre, puis il y avait une confiance qui était instaurée. L'autre chose, pardon, j'ai comme un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, il y avait aussi de l'entraide et du soutien. De l'entraide dans son équipe, mais aussi du soutien par l'organisation s'il vivait un défi. Alors ça, c'est important. Et aussi au niveau des règles et des valeurs, c'était clair. Alors, il n'y avait pas d'ambiguïté sur les attentes à cet effet. Pardonnez-moi 2 minutes. Sinon, je vais manquer la voix. À chaque fois qu'on tousse, c'est dangereux maintenant. Pardon. Alors, donc, ça, au niveau des valeurs et les règles, le gestionnaire participe à cette clarification-là. Au niveau des services ou des facultés, on voyait que les moyens mis en place par le gestionnaire favorisaient la culture éthique. Donc, outre le fait que l'organisation, pardon, outre le fait que l'organisation avait des règles et des valeurs claires, eh bien, si ce n'était pas compris dans l'unité ou dans le service du gestionnaire, le gestionnaire participait à l'effort de clarification. Donc, ça, c'est important. On peut très bien dire comme gestionnaire, ben, telle université a des valeurs, puis il y a des règles, puis allez lire, puis suivez-les. Ben, les gestionnaires qui promouvoient une culture éthique participent à l'effort de clarification parce qu'ils trouvent ça important. L'autre aspect, c'était les stratégies soutenantes qu'ils mettaient en place. Hey, excusez-moi, je vais fermer mon micro 2 minutes pour tousser un bon coup. Bon, ça devrait aller. Je mangeais un petit peu avant, puis je traîne, je pense, quelque chose. Donc, les stratégies soutenantes qu'ils mettaient en place étaient quand même assez caractéristiques des milieux de culture éthique. La collégialité aussi qui était instaurée et dont pour eux, c'était très, très, très important. Et aussi, ils tentaient d'instaurer ce qu'ils ont appelé un climat de travail bienveillant. Ça, c'était caractéristique chez tous ceux rencontrés. La bienveillance dans le climat de travail était un élément important.
Par la suite, autre dimension importante, c'était la conduite du gestionnaire au niveau de son leadership. Donc, le fait qu'on ait des règles et des valeurs claires et qu'il participe à cet effort de clarification, eh bien, ça faisait en sorte que son rôle et ses responsabilités étaient pris vraiment au sérieux, puis le gestionnaire se voit comme étant, comme voulant promouvoir un comportement exemplaire à cet égard. Donc, la notion d'exemplarité était présente dans leur discours. Même chose au niveau que si l'organisation offre de l'aide et du soutien, puis que le gestionnaire qui bâtit là-dessus, puis qui fait ses stratégies soutenantes, bien, ça fait en sorte qu'il y a un sentiment de confiance très, très grand et se sent vraiment en lien avec l'organisation. La liberté d'action qui lui est donnée par l'organisation et la collégialité qu'il instaure fait en sorte qu'on a remarqué au niveau des résultats de la sensibilité éthique qu'il y avait une plus grande empathie. Ça, c'était aussi un autre élément intéressant. Puis au niveau des ressources financières qui lui sont attribuées, bien, il est plus favorable à mettre en place un climat de travail bienveillant. Puis, ce que ça fait dans son travail de gestionnaire, bien, il y a une plus grande mobilisation. Puis aussi, il y a un élément d'anticipation. Puis cette dimension-là est assez importante parce que moi, c'est la première fois, personnellement, que je la voyais dans les travaux en éthique. C'est que les gestionnaires qui faisaient la promotion d'une culture éthique anticipent. Et on a retrouvé ça dans tous ceux qui avaient un faible risque pour la santé. Ils anticipent beaucoup ce qui peut arriver. Ils prévoient les choses. Donc, ils sont vraiment dans une culture prospective. Donc, ça, ce sont vraiment les éléments là, qu'on commence à faire ressortir au niveau de la culture éthique qui favorise la santé au travail, ou du moins dont le score est beaucoup plus faible. Tout à l'heure, j'ai parlé de stratégies soutenantes. Je voulais vous donner quelques exemples qu'on a relevés dans l'analyse des gestionnaires. Alors, au niveau des stratégies soutenantes, le gestionnaire va souvent, par exemple, faire des tentatives pour décrire les règles, pour pallier au flou, participer à la clarification, va faire du recadrage auprès des employés qui font des excès dans leur conduite, vont mettre en place des stratégies qui démontrent une sensibilité éthique et une préoccupation pour le bien-être, la conciliation travail-famille, l'équilibre de la charge de travail, va référer les employés au niveau des programmes d'aide aux employés. Évidemment, ça demande de la réciprocité. Si l'employé le dit, il va le faire. S'il ne le voit pas, il va aller vérifier, mais ça prend les deux côtés, si on veut. Va favoriser la collégialité et l'autonomie du personnel, va promouvoir les valeurs dans les pratiques, va faire une gestion de proximité, va mettre en place un comité de bien-être et faire des activités sociales. Pour eux, c'est très important aussi cet élément-là. Va travailler beaucoup à partir de l'écoute, avec un sentiment d'ouverture pour favoriser, si on veut, cette sécurité émotionnelle lorsque l'employé peut vivre des difficultés, puis va préserver la dignité. Là, je ne l'ai pas mentionné ici, mais cet élément-là aussi ressortait beaucoup. Et lorsqu'il va organiser des rencontres, des réunions, bien, il va favoriser aussi ces espaces de discussion-là dans ses stratégies qu'il va qualifier de soutenantes. Un bref aperçu maintenant pour le volet qualitatif sur l'absence d'une culture éthique. Eh bien, les principaux éléments qui ressortaient à cet égard, c'était lorsque le gestionnaire se sentait dans une relation hiérarchique de command and control, c'est-à-dire qu'on vous donne les choses à faire, vous devez obéir, et c'est souvent plus un rapport de force et de négociation qui s'installe. Donc, ça, c'était un élément qui ressortait beaucoup chez ceux qui avaient un haut niveau de mal-être et de bien-être, de mal-être au travail, pardon, puis que la santé, il y avait des problématiques particulières. Il y avait aussi un flou dans la gestion des conduites problématiques. Ceux qui ne démontraient pas une culture éthique, il y avait beaucoup de soucis au niveau des inconduites qui étaient laissés pour compte. Alors, on ne résolvait pas cet élément-là. Ça, c'est important parce que ça, c'était présent tout le temps.
flou dans la gestion des inconduites, une gestion du laisser-faire. Aussi des règles non comprises. Donc, on ne comprenait pas trop c'était quoi les attentes en matière de conformité. Autre élément, c'était une éthique élastique, c'est-à-dire que chacun avait son éthique particulière. Donc, c'était une multitude d'éthiques individuelles. On parlait de l'éthique, mais c'était toujours sous un vocable individualiste. Puis, on se disait, bien, compte tenu de ça, on ne peut pas dire qui a raison ou tort. Fait que ça accentuait si on veut, le flou en matière d'éthique, parce que tout s'équivalait. Il n'y avait pas la dimension, si on veut, collective. Et le dernier aspect qui était très présent, c'était l'absence de ressources et de soutien aux gestionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait des gestionnaires qui étaient laissés pour compte, là, qui faisaient état de certaines situations, mais qu'il n'y avait pas de soutien de part et d'autre. Soit il y avait des coalitions qui se faisaient contre le gestionnaire, ou soit l'organisation ne travaillait pas pour soutenir le gestionnaire face à ce qui se passait. Donc, c'est les principaux éléments là, que l'on voyait là, au niveau d'une culture non éthique dans l'organisation. Les principaux constats qu'on a ressortis quand on a analysé tout ce qui se passait au niveau de la culture éthique, on a vu 7 facteurs importants qu'on a regardés aussi au niveau de la littérature. Donc, le premier facteur, c'est l'instauration d'une culture qui se veut sensible à l'éthique. Ça, pour nous, si on devait parler de comment instaurer une culture éthique à des gestionnaires, c'est la première chose qu'on dirait, c'est commencer à travailler une culture qui va être sensible à l'éthique pour en arriver à une organisation éthique. Ensuite, c'est d'avoir la capacité d'agir, puis les conditions de réalisation, parce que je peux bien vouloir être un leader qui fait la promotion d'une culture éthique, mais si je n'ai pas les capacités d'agir, ça me met en difficulté. Donc, des ressources pour soutenir le personnel, mais aussi des ressources organisationnelles, parce que ça va l'aider à participer à ces stratégies soutenantes. Aussi, troisième élément, c'est de favoriser un climat de confiance et de sécurité émotionnelle. Ça, c'est très présent. Le soutien dans la gestion des comportements inacceptables, parce que, outre le fait qu'on veut les régler, il faut aussi avoir un soutien de part et d'autre. La clarté des règles institutionnelles et des lignes directrices. Donc, si l'organisation mère n'a pas des règles institutionnelles puis des lignes directrices claires, compréhensibles, du moins, ça va être difficile pour le gestionnaire de l'appliquer. Évidemment, la préoccupation pour la santé et le bien-être au travail, puis aussi au niveau du leadership, comme ça ressortait, c'est beaucoup un leadership basé sur la confiance et la reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître le travail des employés. Alors, c'était cette dimension-là qu'on a vue parmi ceux qu'on a rencontrés qui faisaient la promotion d'une culture éthique, qui nous disaient là, que pour eux, là, on pouvait voir que c'était assez présent. Ça nous amène justement à ce modèle-là parce que quand on regarde au niveau des résultats quantitatifs sur la santé qui sont en rouge, là, ce sont vraiment plus les dimensions reliées à la santé, on les retrouve dans un modèle de culture éthique, puis ça pourra nous aider dans nos prochains travaux à proposer une définition. Là, c'est un peu tout ce que je vous ai dit ici. Le modèle résume bien là, qu'est-ce que ça prend au niveau d'une culture éthique qui favorise la santé, là. Et c'est un modèle aussi qui propose justement d'intégrer ces deux dimensions-là dans ceux qui ont ce souci particulier. Puis maintenant, on l'a un peu dit au tout début, bien, le projet de recherche a vraiment démontré la présence d'une culture éthique comme étant une dimension favorisant la santé et le bien-être au travail. Et nos travaux futurs, hein, maintenant, on se disait, là, maintenant, cette dimension-là, on veut l'enrichir encore plus avec ce qui ressort au niveau des résultats sur la culture éthique. On veut le baliser puis aller beaucoup plus loin dans d'autres cohortes et d'autres organisations pour aussi aller vérifier si les 7 facteurs
qu'on a perçus sont présents toujours, ou s'ils sont différents. Ça, c'est un intérêt, moi, personnellement, que j'aimerais vérifier si ceux qui ont instauré une culture éthique, on retrouve aussi ces éléments-là, indépendamment du milieu choisi. Parce que là, on était dans un milieu d'éducation supérieure. Mais quand je repense à la santé, maintenant, je ne sais pas si tu es d'accord, on n'en a pas parlé. On voyait aussi chez les chefs d'unité, on a regardé ça plus au niveau des unités de soins intensifs. Il y a beaucoup d'éléments qui ressortaient au niveau des 7 facteurs qui étaient présents. J'emploie le mot facteur, non pas au niveau quantitatif, là, ici, là, mais plus au niveau qualitatif. Alors, voilà, c'est en gros le projet qu'on a mené, mais qu'on continue à analyser.